Dans Les raisins de la colère, John Steinbeck raconte l'exode d'une famille de migrants américains après la perte de leur ferme saisie par une banque. Ils seront les témoins des passages d'un tracteur sans visage sur leur terre et celle de leurs voisins condamnés au même sort qu'eux. Ils développeront une haine envers cette machine inhumaine et une affection envers l'automobile qui leur permettra de migrer vers la Californie dans l'espoir de redémarrer leur vie. Là-bas, ils iront cueillir des fruits destinés à la production de conserves en série auprès de riches propriétaires terriens pour un salaire misérable, noyés qu'ils seront dans la masse d'une main-d'œuvre désespérée et corvéable. Ce que Steinbeck a décrit, à la fin des années 30, c'est le basculement de l'économie paysanne américaine vers une économie agro-industrielle. Le tout début d'un processus historique qui s'est déployé au cours du XXe siècle, parfois appelée la Révolution verte. Elle est celle plus largement de nos sociétés contemporaines, puisqu'en se substituant au travail manuel, les machines ont entraîné un exode rural qui a accéléré le développement urbain et industriel qui avait permis leur développement. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le système alimentaire est profondément restructuré à la faveur de l'abondance énergétique exceptionnelle des Trente Glorieuses. La quantité de nourriture produite par travailleur progresse jusqu'à un facteur de l'ordre de 2000. Mais plus de 50 ans après sa mise en place, il est clair que ce modèle est confronté à des crises qui compromettent son fonctionnement et qu'il contribue à aggraver. On ne pourra pas maintenir le système alimentaire tel qu'il est tout au long du XXIe siècle, pour plein de raisons qui sont détaillées dans Vers la résilience alimentaire, un rapport très complet sur le système alimentaire, dont je reparle à la fin de la vidéo, et les liens sont dans la description. Le contenu de cette vidéo est principalement basé sur l'histoire des agricultures du monde de Mazoyer et Roudart, et sur une série d'articles de Félix Lallemand, intitulée La Révolution verte. Je remercie très chaleureusement Félix Lallemand pour son travail de relecture sur le texte de cette vidéo. Le système alimentaire au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, le système de polyculture-élevage est encore largement dominant en France. L'association de l'agriculture et de l'élevage est une pratique attestée depuis l'Antiquité. Elle permet un système complémentaire dans lequel les prairies et une partie de la production végétale nourrissent les animaux et les déjections animales fertilisent les cultures. Les animaux fournissent aussi le travail mécanique nécessaire aux activités des fermes. L'association de plusieurs cultures et la pratique des rotations limitent la prolifération des bioagresseurs, comme les limaces ou les pucerons, et permettent une bonne utilisation des nutriments du sol et de l'azote atmosphérique. Au début du XXe siècle, la plus grande partie des besoins matériels du monde rural est assurée par autoconsommation. C'est-à-dire qu'on réserve une partie de la production pour assurer les besoins des producteurs eux-mêmes directement. Le grain, les légumes, la viande et les œufs, la laine, le bois consommés sur la ferme sont aussi produites autant que possible sur la ferme. Elles avaient encore un niveau d'autonomie très élevé, sans toutefois vivre en autarcie. Elles achetaient du fer, du sel, des outils, elles payaient des impôts et participaient à l'approvisionnement des villes. Au début du XXe siècle, le système agricole français est déjà l'héritier de la première phase d'industrialisation charbonnière du XIXe siècle. Celle-ci a mis à sa disposition toute une gamme d'outils mécanisés manuels ou à traction animale plus ou moins complexes. Le développement du chemin de fer et du bateau à vapeur offre des possibilités d'approvisionnement en engrais et en amendement. Des systèmes à vapeur de charrues, de batteuses à grains et de faucheuses ont également vu le jour. 5 innovations techniques permettent la révolution verte. La motorisation du transport de marchandises, la motorisation de l'outillage agricole, la sélection des variétés végétales et animales, la chimie des engrais, celle des produits phytosanitaires et l'irrigation. C'est vraiment dans la deuxième partie du XXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale en France, que le système alimentaire se restructure en totalité en intégrant ces innovations. En 50 ans, la quantité de nourriture produite est multipliée par 2. Transport de marchandises et spécialisation.
Le développement du moteur à explosion pour le transport de marchandises et l'effondrement du prix du transport qu'il entraîne va désenclaver les fermes en les libérant des besoins d'autoconsommation. Elles n'ont plus besoin de réserver une partie de leur production pour leur propre consommation, puisqu'elles peuvent désormais s'approvisionner auprès de fournisseurs spécialisés. Elles vont alors pouvoir se consacrer à un nombre réduit d'activités particulièrement rentables et adaptées à leurs conditions écologiques et à leur savoir-faire particulier. On assiste donc à une spécialisation des fermes et même à une spécialisation de régions entières. Le trafic routier s'occupe de rééquilibrer d'une région à l'autre le surplus dégagé par les économies d'échelle. Les régions planes et fertiles se spécialisent dans les grandes cultures motorisées. Les régions accidentées ou montagneuses, au sol caillouteux et difficile à motoriser, profitent de l'approvisionnement des régions céréalières pour se spécialiser dans l'élevage. Pour les mêmes raisons, les étapes de transformation des produits alimentaires, la cuisson du pain, le pressage de l'huile, comme non alimentaires, comme le tissage de la laine ou le tannage du cuir, autrefois assurés par autofourniture, vont s'externaliser dans des unités de transformation spécialisées. Les fermes vont progressivement s'insérer dans une vaste division verticale de la production. Va aussi s'opérer une concentration des unités de transformation, de moins en moins nombreuses et de plus en plus grosses. Au cours du siècle, le nombre de moulins, par exemple, est divisé par 100. Cette concentration territoriale s'accompagne d'une concentration économique. L'économie du système alimentaire est divisée en 3 secteurs. L'agriculture qui produit des produits bruts, l'industrie agroalimentaire qui achète les produits bruts aux agriculteurs et les transforme, et la grande distribution qui achète à l'agroalimentaire et revend directement aux consommateurs. À chaque étape, le niveau de concentration économique est tel que l'échelon du dessous est en position d'engager une négociation inégale des prix avec celui du dessus et ainsi de capter une part importante de la valeur ajoutée. L'agriculture, tout en amont de la chaîne de valeur, capte moins de 10% de la valeur ajoutée. En 2017, 20% des exploitations ont déclaré un revenu nul ou déficitaire. Beaucoup sont totalement dépendantes des aides de la PAC. Motorisation du matériel agricole. La motorisation a d'abord concerné la culture des céréales. Elles occupaient une grande part des terres labourables et étaient plus faciles à manipuler que les plantes cerclées comme la pomme de terre ou la betterave. La surface qu'un agriculteur équipé uniquement d'outils manuels peut cultiver est d'environ 1 hectare. À la fin de la Révolution verte, un agriculteur pleinement équipé peut exploiter plusieurs centaines d'hectares de céréales. Les machines agricoles permettent principalement ça. Augmenter les surfaces exploitables par travailleurs. Le machinisme agricole libère les agriculteurs de la charge de produire eux-mêmes l'énergie mécanique nécessaire à leur activité, assurée jusqu'alors par les animaux de trait. En France, en 1929, le tiers de la surface céréalière sert à nourrir les animaux de trait. C'est l'industrie pétrolière qui prend maintenant en charge la production d'énergie autrefois assurée par ces surfaces fourragères. Celles-ci peuvent donc être réorientées pour nourrir directement les hommes ou les animaux d'élevage, ce qui contribue à dégager encore plus de surplus. On assiste alors à un effondrement du nombre d'animaux de trait en l'espace de 20 ans. C'est la fin d'une culture attelée vieille de plus de 2000 ans. L'usage des engrais. Pour leur croissance, les végétaux absorbent les nutriments contenus dans le sol. Quand on récolte ces végétaux et qu'on les exporte de la parcelle, on a donc exporté avec eux les nutriments qui ont permis leur croissance. Pour permettre une nouvelle culture, il faut donc restituer ces éléments au sol. Ce problème a été central tout au long de l'histoire de l'agriculture. Les principaux éléments minéraux limitants dans la production végétale sont l'azote, le phosphore et le potassium. Avant la Révolution verte, le fumier, c'est-à-dire les excréments des animaux, est la principale méthode de fertilisation des cultures. Cette méthode permet de transférer les nutriments depuis les prairies vers les surfaces de culture. L'intégration des plantes légumineuses comme la lentille ou le trèfle dans les rotations permet aussi de fixer l'azote de l'air. Tout ceci va changer, puisque va se développer l'usage des engrais dits minéraux, simples d'utilisation et à effet immédiat. Plus besoin de produire du fumier ou de réserver une partie des surfaces aux légumineuses. Mais pour produire ces engrais, il faut des sources abondantes d'azote, de phosphore et de potassium.
L'azote d'abord est contenu en quantité quasi inépuisable dans l'air sous forme de diazote gazeux. C'est très largement son composant principal. La méthode de production de l'azote consiste à l'extraire de l'air avec un procédé appelé Haber-Bosch. Mais l'azote gazeux a le mauvais goût d'être hyper stable. Autrement dit, le faire réagir dans une réaction chimique est fortement énergivore. Le procédé Haber-Bosch est donc un procédé industriel complexe et fortement consommateur de gaz naturel. La fertilisation azotée est aujourd'hui une des principales causes d'émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, puisqu'il entraîne l'émission de protoxyde d'azote, un gaz à effet de serre très puissant. La fertilisation azotée excessive est aussi la cause du phénomène dit d'eutrophisation. C'est les fameux algues vertes qui asphyxient les écosystèmes aquatiques, en Bretagne en particulier. Le phosphore et le potassium sont quant à eux contenus en quantité finie dans la lithosphère et extraites par l'industrie minière. C'est une activité particulièrement énergivore et qui est sujette à des risques d'épuisement comme toute source non renouvelable. Le phosphate en particulier est maintenant classé matériau critique par la Commission européenne. La sélection génétique des plantes et des animaux. La sélection des variétés, ça n'est pas nouveau. C'est aussi vieux que l'agriculture en fait. Quand un proto-agriculteur du Mésolithique décide de semer les grains d'un épi de blé, plutôt que ceux d'un de ses congénères épis de blé pour ses propriétés propres, il pratique de la sélection génétique. L'innovation consiste cette fois à comprendre les mécanismes de l'hérédité, augmenter la rapidité et l'efficacité des mécanismes de sélection, croiser plusieurs variétés pour en mettre au point une nouvelle ayant les propriétés recherchées. Mais quelles propriétés va-t-on chercher ? L'importante disponibilité en nutriments offerte par les engrais va motiver la mise au point de variétés hyper productives dans un contexte d'abondance nutritionnelle. Car il ne suffit pas de gaver son sol avec des hectolitres d'engrais pour faire pousser des céréales façon Jacques et le haricot magique. En fait, ça ferait même plus de mal que de bien à vos cultures. Il faut aussi disposer de variétés végétales capables d'absorber tous ces nutriments pour se développer. Généralement, c'est cet aspect qui est considéré par beaucoup comme le véritable acte fondateur de la Révolution verte. C'est à Norman Borlaug, agronome américain, le père de la Révolution verte, financée par la fondation Rockefeller, à qui on doit la mise au point des premières variétés de blé nain hyper productif. Cette variété est plus courte et consacre donc proportionnellement moins d'énergie et de nutriments à former de la paille non comestible que du grain comestible. Le déploiement de cette variété au Mexique puis en Inde à partir de 1965 a permis des récoltes exceptionnelles. Ces surplus ont vraisemblablement permis d'éviter les famines liées à la guerre indo-pakistanaise. Norman Borlaug reçut le prix Nobel de la paix en 1970 pour cet exploit. En 1974, la production de blé en Inde avait triplé. Les surplus dégagés dans la production végétale placent les animaux d'élevage dans le même état d'abondance nutritionnelle que leurs congénères végétaux. Pour les mêmes raisons, sera donc mené un travail de sélection de variétés animales hyper productives. Une vache laitière contemporaine consomme 2 fois plus d'aliments et produit 5 fois plus de lait que son ancêtre du début du XXe siècle. La productivité et l'exploitation des engrais n'est pas la seule motivation de la sélection génétique. On veut aussi des plantes adaptées au passage des machines. On va par exemple s'efforcer d'homogénéiser les dates de maturation des céréales pour simplifier l'usage de la moissonneuse-batteuse. Et cette contrainte s'applique de la même manière aux animaux. Sachez par exemple qu'il y a eu un travail de standardisation du diamètre et de la longueur du pis des vaches laitières pour simplifier l'usage de la trieuse électrique. On a aussi éliminé les vaches les plus farouches qui retiennent leur lait ou qui sont susceptibles de développer des maladies du pis. La grande distribution et les consommateurs ont aussi exigé une certaine homogénéité des produits par des standards de forme, de couleur, de calibre et de goût, en particulier pour les fruits et légumes. L'usage des produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires regroupent les herbicides, les tueurs de plantes, les insecticides, tueurs d'insectes, et les fongicides, tueurs de champignons, utilisés dans l'agriculture. C'est un terme un peu plus précis que pesticide. Par exemple, un shampoing anti-poux est techniquement un pesticide. L'usage d'éléments chimiques pour lutter contre les pathogènes des cultures est attesté depuis des millénaires. Les avancées de la chimie minérale à la fin du XIXe siècle vont permettre la mise au point de la célèbre bouillie bordelaise en 1885.
mais c'est le développement de la chimie organique, en collaboration avec l'industrie militaire à partir des années 30, qui va véritablement permettre l'essor industriel des produits phytosanitaires. Elle va jouer un rôle essentiel puisque la baisse de diversité génétique dans les variétés cultivées et la simplicité des rotations des cultures vont accroître l'exposition des cultures aux bioagresseurs. La France est aujourd'hui le premier utilisateur de produits phyto en Europe et le 4e dans le monde. L'indicateur NODU, pour le nombre de doses unités, qui quantifie l'usage de produits phyto, a continué d'augmenter dans la période récente, malgré l'engagement affiché des gouvernements pour inverser cette tendance, comme en 2009, avec le lancement du plan Éco-Phyto. Les produits phyto sont une cause importante de dégradation des écosystèmes et de contamination des sols et de l'eau. Leur impact sur la santé est encore assez mal connu. Un faisceau d'indices permet tout de même de soupçonner fortement leur implication dans certains cancers, comme l'enquête Agrican, et des travailleurs agricoles fortement exposés, atteints de cancer, ont déjà réussi à faire reconnaître en justice l'implication de ces produits dans leur maladie. L'ouvrier sur le champ n'est plus un agriculteur comme autrefois. Il ne regarde pas le soleil se lever et la pluie tomber, il pulvérise des produits toxiques, donc c'est un ouvrier exposé. Gain de productivité et exode rural. En France, entre 1950 et 2016, la production alimentaire totale a presque doublé, malgré une diminution des surfaces cultivées. Entre 1950 et 2000, les rendements annuels moyens de blé passent de 10 quintaux par hectare à 70 quintaux par hectare. La productivité par travailleur va totalement changer d'ordre de grandeur. D'une part, les machines permettent à chaque travailleur d'exploiter jusqu'à 200 fois plus de surface, et d'autre part, les engrais et le génie génétique rendent chaque hectare environ 7 fois plus productif. C'est donc des gains de productivité qui peuvent augmenter d'un facteur 1000. La révolution verte n'est pas la première grande mutation agricole de l'histoire, mais l'ampleur des gains de productivité qu'elle a permis sont sans précédent. La part des agriculteurs dans la population active a chuté de 33% en 1944 à moins de 3%, et cette tendance est toujours en cours aujourd'hui. La population agricole est vieillissante et la plupart des départs à la retraite ne sont pas remplacés. Historiquement, ce qui s'est passé, c'est que les exploitations qui ont eu les moyens d'investir dans du matériel de nouvelle génération sont celles qui étaient assez productives et avaient déjà pu s'équiper et s'agrandir pour assurer leur équilibre financier. Pour qu'une exploitation puisse se maintenir, elle doit pouvoir dégager un revenu par travailleur supérieur au prix de la main-d'œuvre bon marché. Les petites exploitations sous-équipées ont été prises en étau, entre d'une part la baisse de revenus induite par la baisse des prix des produits agricoles, puisque les marchés ont été inondés par les gains de productivité, et l'augmentation des salaires, qui a accompagné l'augmentation globale du niveau de vie. Le nombre de fermes passe alors de 2 200 000 en 1955 à 500 000 en 2010. L'artificialisation, c'est-à-dire la bétonisation, contribue aussi très fortement à réduire le nombre de fermes en les supprimant purement et simplement. Pour permettre le passage des machines, les surfaces s'étendent, les arbres et les haies disparaissent et avec elles les oiseaux, les insectes et les rongeurs qu'elles abritent. Les haies jouent pourtant un grand nombre de services écosystémiques comme la régulation hydraulique, la lutte contre l'érosion, la lutte contre les ravageurs ou encore la captation du carbone atmosphérique. Ce processus de concentration est toujours en cours en 2021. Chaque jour en France, 22 fermes ne sont pas reprises et sont phagocytées par les parcelles voisines, bétonnées ou laissées à la friche. Nouveau régime alimentaire. La ration calorique quotidienne par personne passe de 2200 kcal à 2800 kcal. La diversité de l'offre alimentaire progresse. On consomme plus de fruits et légumes, de sucre, de graisse, de produits animaux et d'aliments et plats transformés. Des produits autrefois exotiques se banalisent. La production de viande de bœuf est multipliée par 2, celle de porc par 4,5 et celle de poulet par 14. L'humanité et son cheptel pèsent aujourd'hui la proportion vertigineuse de 95% de la biomasse de mammifères et 4/5 des surfaces de sol nécessaires au régime alimentaire français moyen servent directement ou indirectement à nourrir le bétail. Dans le même temps, on assiste à une forte homogénéisation des régimes alimentaires de par le monde, malgré la persistance de certaines spécificités régionales. Des maladies de suralimentation comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers progressent.
Selon l'OMS, en 2016, 39% de la population mondiale est en surpoids et 13% est obèse. Mais alors, la fin de la faim ? On aurait pu s'attendre à ce que les surplus considérables dégagés au cours du XXe siècle permettent l'éradication de la faim. Mais la petite paysannerie du Sud sera chassée de ses terres par l'effet combiné de la concentration des exploitations et de la concurrence sur les marchés internationaux. Les surplus destinés à l'exportation des exploitations ultra-mécanisées et subventionnées des pays du Nord et des immenses latifondas d'Amérique du Sud ou de Russie, également bien équipés et disposant d'une main-d'œuvre bon marché, vont faire chuter les prix des produits agricoles qui ne permettent plus aux petits producteurs du Sud de vivre de leur travail. L'exode rural dans les pays du Sud est d'une ampleur sans commune mesure avec celle connue au Nord. Les populations des villes de Dhaka au Bangladesh ou de Lagos au Nigeria sont multipliées par 40 en 50 ans et remplissent les bidonvilles qui bourgeonnent en périphérie de ces villes surpeuplées. Aujourd'hui, la petite paysannerie du Sud compose 80% de la population sous-alimentée. Si la proportion de personnes sous-alimentées a effectivement fortement baissé, le nombre de personnes sous-alimentées en 2015 est le même qu'en 1900, à savoir 850 millions. C'est le développement de la production de viande et du gaspillage alimentaire qui va absorber les surplus qui auraient pu permettre de sortir la totalité de l'humanité de la faim. Conclusion. La révolution verte est un processus d'une certaine manière toujours en cours. La concentration des exploitations, la baisse de la main-d'œuvre paysanne, l'usage de pesticides, la sélection de semences hyper productives s'y développent encore, même si le bio se développe effectivement à un rythme continu. À l'échelle mondiale, la consommation de viande continue d'augmenter. La révolution verte a permis de dégager des surplus alimentaires considérables qui ont permis l'augmentation de la population mondiale de 3 milliards en 1960 à 7,6 milliards en 2019. On pourrait être tenté de croire que la démographie nous verrouille dans le statu quo alimentaire, que abandonner les tracteurs, les camions, les engrais minéraux et les pesticides, c'est condamner la moitié de l'humanité à la famine. Mais la plupart des spécialistes en agroécologie, comme Marc Dufumier, pensent qu'il est au moins en théorie possible de nourrir 10 milliards d'individus et même encore plus avec un système agricole agroécologique. La substitution des protéines animales par des protéines végétales dans le régime alimentaire et la réduction du gaspillage nous laissent aussi une marge de manœuvre très importante pour satisfaire les besoins alimentaires de tout le monde. Ce dont on peut être certain par contre, c'est que ce changement de paradigme ne se fera pas sans une forte augmentation de la main-d'œuvre paysanne. La proportion très faible qu'on lui connaît aujourd'hui est un épiphénomène de l'histoire humaine, permis uniquement par l'usage du pétrole. Arrêter le transport routier des aliments implique aussi de redonner aux territoires la capacité de produire au maximum l'ensemble de leurs besoins, et pas un nombre réduit de variétés destinées à l'exportation. Ceci suppose une réorganisation très profonde et probablement une baisse globale de performance. Pour plus de détails sur les limites physiques qui contraignent le système alimentaire avec l'entrée dans l'Anthropocène, je vous renvoie au rapport des greniers d'abondance vers la résilience alimentaire. Les greniers d'abondance est une asso qui étudie la résilience du système alimentaire, c'est-à-dire sa capacité à maintenir ses fonctions malgré des perturbations, en réalisant des états de l'art de la littérature scientifique sur le sujet. Dans Vers la résilience alimentaire, ils identifient 5 grandes menaces et proposent 11 voies de résilience pour y faire face. Le document est téléchargeable gratuitement sur le site des greniers et vous pouvez aussi commander une version papier chez n'importe quel libraire. Eh bien, je suis très content que vous ayez suivi cette vidéo en entier. C'est la première que je réalise sur cette chaîne. J'en ai 2 autres qui sont déjà en préparation, donc je vous propose de vous abonner pour pas les rater. Cette émission est aussi podcastable sur SoundCloud, où il y a déjà d'ailleurs un podcast qui était un interview d'un doctorant en économie de la décroissance que j'avais réalisé avec un autre membre de l'association Mycelium qui s'appelle Charles Collet, dont je suis plus membre aujourd'hui. Je suis membre par contre des Greniers d'Abondance. J'ai 2 autres vidéos donc qui sont en préparation et qui sont sur des sujets similaires en lien avec le changement climatique, le dérèglement de la biodiversité. Ce type de sujet que je regroupe sous le titre de Anthropocène.
parce que moi j'aime bien ce terme, même si je sais qu'il n'est pas forcément apprécié par tout le monde. Les apéros de l'Anthropocène, c'est un concept que j'ai lancé fin d'année 2019 et qui était à l'origine des rencontres dans des bars pour discuter de ces grands sujets du changement climatique, des ressources, etc. Et à la faveur des mesures de confinement qui ont été prises, j'ai évidemment pas pu continuer à organiser ces rencontres. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à du contenu en ligne de vulgarisation scientifique sur ces sujets-là. Et nous voilà aujourd'hui. Voilà pour le contexte et à bientôt j'espère.